Grand 2, les politiques publiques au service de la justice sociale. Qu'est-ce que la justice sociale? Nous l'avons vu, on a 3 types d'égalité. Des droits, des chances, de situations. La justice sociale, c'est l'ensemble des principes qui vont dicter les politiques de réduction d'inégalités. Et évidemment, en fonction du type d'égalité qu'on recherche, on va chercher à combattre un type d'inégalité. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que certaines inégalités seront considérées comme justes et d'autres inégalités seront considérées comme injustes et seront donc combattues, seront donc réduites. C'est là que la justice sociale intervient. L'État intervient donc pour réduire les inégalités qu'il considère comme injustes. Si l'État intervient, c'est qu'on est au-delà du rôle régalien de l'État, au-delà des fonctions basiques de l'État gendarme, à savoir la sécurité, la diplomatie et la justice. L'État va s'occuper du bien-être de sa population, va s'occuper de la protection sociale de sa population, à travers par exemple la protection contre la maladie, la retraite ou le chômage. L'État est donc ce qu'on qualifie un État-providence, par opposition à l'État gendarme. L'État a 4 types d'outils pour appliquer sa justice sociale. Il y a tout d'abord une redistribution fiscale, il y a la protection sociale, il y a la lutte contre les discriminations et enfin les services collectifs. Tout de suite, on va s'intéresser à la redistribution fiscale. L'ensemble de la fiscalité dans une société est défini par les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, c'est l'ensemble de ce qui est versé par les acteurs économiques à l'État. C'est bien plus large que simplement l'impôt. Les prélèvements obligatoires incluent essentiellement les cotisations sociales, la TVA, donc les taxes, tout un type d'impôt, l'impôt sur le revenu ne constituant même pas 10% de ses recettes, et d'autres taxes diverses pour constituer à peu près en France la moitié du PIB annuel, c'est-à-dire environ un petit peu plus de 1000 milliards d'euros par an. Il y a 2 fonctions pour les prélèvements obligatoires. Le fonctionnement de l'État, de ses ministères, de ses collectivités territoriales, et deuxième fonction, la fonction qui nous intéresse ici, une fonction de redistribution. C'est-à-dire, et c'est là qu'on comprend l'intérêt de l'État pour la justice sociale, c'est d'essayer de réduire les inégalités de revenus pour essayer de réduire les inégalités de situation. On ne s'intéresse pas aux inégalités ou aux égalités des chances, on considère que l'égalité des droits est acquise, mais par contre, on vise à appliquer assez fortement une modération des inégalités de revenus, principalement en réduisant les écarts de revenus disponibles. C'est-à-dire qu'on va partir du revenu primaire, on va essayer de transférer des prestations sociales et des cotisations sociales afin de réduire les écarts de niveau de vie à l'intérieur de la population. Cette redistribution est caractérisée par une redistribution verticale, c'est-à-dire qu'il y a des transferts monétaires qui se font au sein des ménages vers l'État et l'État redirige ses revenus secondaires pour essayer de réduire les écarts entre les plus pauvres et les plus riches. Le principe général, c'est de réduire les inégalités de revenus. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander finalement quel est l'outil le plus juste pour cela. On aura différents types de fiscalité sous la main. On aura une fiscalité qui sera proportionnelle, par exemple la TVA. Le taux est fixe, quel que soit le revenu. Une fiscalité qui sera progressive. Le taux de fiscalité augmente quand le revenu augmente. Et une fiscalité régressive, ce n'est pas l'effet voulu. Un taux de fiscalité qui va baisser quand le revenu augmente. Théoriquement, l'impôt sur le revenu est censé être un impôt progressif.
Or, on se rend compte, en étudiant les statistiques, que cet impôt est progressif pour à peu près la première partie de la population, mais pour la deuxième partie de la population, il est à peu près proportionnel, et chose intéressante, il devient carrément régressif pour les 1% les plus riches. En d'autres termes, plus le revenu augmente, plus le taux d'imposition baisse, alors que théoriquement, l'État souhaitait le faire monter. Deuxième outil d'application de la justice sociale par l'État, c'est ce qu'on appelle la protection sociale. Alors la protection sociale, je vous rappelle tout de suite, c'est pas uniquement la sécurité sociale. La protection sociale, c'est l'ensemble des instruments qui protègent contre les risques sociaux, les risques de la vie, la retraite, le chômage, la maladie, les congés maternité. C'est un ensemble d'organismes qui ne sont pas forcément des organismes d'État. Vous avez par exemple à l'intérieur de la protection sociale les mutuelles de santé qui sont des mutuelles privées. Tout ceci représente la protection sociale. Pour vous donner un chiffre, la protection sociale en France, c'est environ 700 milliards d'euros par an. C'est environ un tiers du PIB annuel. La protection sociale répond à deux logiques. On a une logique d'assistance et une logique d'assurance. La logique d'assurance, c'est de dire je suis assuré, donc je vais cotiser pour cette assurance et le jour où je souffre d'un de ces risques, un des risques de la vie, mes cotisations me seront reversées sous forme de prime. C'est par exemple le cas du chômage. Ne touchera le chômage qu'une personne qui a déjà travaillé et qui a déjà cotisé au chômage. Le même exemple s'applique pour les retraites. Pour toucher une retraite, il faut avoir cotisé pour une retraite. La logique d'assurance date de la fin du 19e siècle en Allemagne avec Bismarck qui a mis ce système en place lorsqu'il était chancelier. De l'autre côté, mais ça peut être également complémentaire, c'est le cas en France, on a une logique d'assistance. La logique d'assistance, comme son nom l'indique, ne demande pas de contrepartie, c'est-à-dire que l'assistance va s'appliquer auprès de tous, même sans regarder s'il y a eu cotisation ou pas. Et là, la logique est donc différente. Elle vise à protéger les plus démunis et les exemples les plus connus sont le RSA, le revenu de solidarité active pour ceux qui n'ont pas de revenus, ou par exemple la couverture maladie universelle pour permettre un accès aux soins à ceux qui sont les plus démunis, sous-entendu ceux qui ne peuvent pas avoir de mutuelle, parce qu'on considère que l'accès aux soins est un droit. Donc si vous vous rappelez, si on veut une égalité des droits, évidemment qu'il faut se donner les moyens d'avoir cette égalité des droits, notamment de l'accès aux soins. Historiquement, ça nous vient du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale pour le retour des soldats britanniques qui n'avaient pas pu cotiser et qui se retrouvaient parfois dans des situations extrêmement précaires et pour lesquelles l'État britannique a mis en place un système sous le Premier ministre Beveridge d'assistance pour ces soldats rentrés au pays. Les cotisations sociales financent la partie assurance, l'impôt finance la partie assistance. En France, on a une double logique, à la fois assurance, à la fois assistance. Troisième volet de la politique de la justice sociale, les services collectifs. Les services collectifs, c'est quoi? C'est l'école, c'est les transports en commun, c'est le logement qui vise à réduire les inégalités de situation pour ceux qui n'ont pas accès à ces ressources. On l'a vu, des ressources qui sont socialement et économiquement valorisées. Ce qui est intéressant, c'est que les services collectifs s'adressent à tous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ciblés uniquement sur les populations les plus démunies. Je vous donne un exemple, l'éducation. L'éducation, c'est l'accès à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Eh bien, statistiquement, ceux qui en profitent le plus sont majoritairement les familles aisées. Les familles aisées en profitent plus, tout simplement parce qu'elles font des études plus longues. Et donc, faisant des études plus longues, elles ont plus recours à ce service collectif. Donc, le service collectif, il n'a pas un public ciblé, mais il vise à éviter pour les plus précaires de se retrouver en grande difficulté et à compromettre leur fameuse égalité des chances pour, après, avoir une réussite sociale. Les deux principaux postes pour les services collectifs sont donc l'éducation
mais aussi la santé et le logement. Les logements sociaux sont un service collectif. On rajoutera enfin les transports, qui sont le quatrième élément des services collectifs. Quatrième point pour la politique de la justice sociale, c'est la lutte contre les discriminations. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans une société où on recherche simplement l'égalité des droits, on ne cherche pas à lutter contre les discriminations, c'est-à-dire qu'on considère que chacun a les mêmes chances. Mais on se rend bien compte que chacun a les mêmes... Quatrième point, la lutte contre les discriminations. Qui dit lutte contre les discriminations dit rechercher l'égalité des chances. Parce que si on se limite à l'égalité des droits, il n'y a pas à lutter contre les discriminations, c'est-à-dire que les discriminations sont acceptées. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez qu'il n'y ait pas de tiers-temps au bac. Parce qu'on ne veut pas faire de distinction, on reste simplement sur une égalité des droits formels. Tout le monde a le même temps pour les épreuves. Certains élèves qui ont des handicaps seront alors nécessairement désavantagés. On aura bien une égalité de traitement, mais cette égalité sera injuste. On introduit donc une notion qui est importante, c'est la notion d'équité. L'équité, elle est subjective, alors que l'égalité, elle est objective. L'équité, elle vise à rétablir un traitement égal pour arriver à l'égalité des chances, alors qu'à la base, on avait une égalité qui était considérée comme injuste. Je vous donne un exemple. Si on veut promouvoir la présence des femmes en politique, on va volontairement instaurer, par exemple, pour les conseils municipaux, la parité hommes-femmes, alors que ce n'est pas nécessairement ce vers quoi se seraient tournés les électeurs. On fait une discrimination positive pour obtenir autant d'hommes que de femmes. C'est une discrimination, c'est une décision qui est jugée équitable parce qu'elle vise à rétablir une équité entre les hommes et les femmes. La discrimination positive est donc clairement une mesure d'équité au sein de la justice sociale. Un autre exemple, la présence de 6% d'employés handicapés dans les entreprises en France. En dessous de ce quota, les entreprises doivent verser une amende. Dernier exemple, avoir 20% de logements sociaux dans les villes. En dessous de ce pourcentage, les municipalités doivent verser une amende. Ce sont des mesures de discrimination positive. Traditionnellement, en France, elles sont moins nombreuses et elles ne sont jamais sur l'origine sociale ou ethnique, contrairement aux États-Unis, où c'est totalement accepté, par exemple dans les universités américaines, d'avoir des quotas sur l'origine ethnique.